Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la tenue portée par un Oberjäger au sein de la première division de Gebirgsjäger pendant la campagne du Caucase en 1842. Avant toute chose, je souhaite remercier Parabellum Shop et Nestov pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien de ces boutiques dans la description. Mais avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Elle n'a pas la prétention, malgré de très nombreux mois de recherche, à être une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Et en parlant de magazines spécialisés, vous pourrez retrouver l'article complémentaire à cette vidéo dans le magazine Militaria d'octobre 2021. Et enfin, vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cette tenue sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. C'est suite à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en mars 1938 qu'est formée la 2e division de chasseurs alpins, ou Gebirgsjäger Division 2. Elle est formée avec le soutien apporté par la 6e division de l'armée autrichienne et est basée à Innsbruck, qui fait partie de la Wehrkreis 18. La plupart des hommes venaient de la région de Salzbourg ou du Tyrol, experts donc du milieu montagnard. Elle est commandée par le Generalleutnant Valentin Feuerstein, qui resta en poste jusqu'en mars 1941. La division est intégrée au groupe d'armées sud lors de l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Elle était alors constituée de 3 régiments de Gebirgsjäger, un régiment d'artillerie de Gebirgsjäger, un bataillon d'éclaireurs, un bataillon alpin de chasseurs de chars, un bataillon alpin de sapeurs, un bataillon alpin de transmetteurs, un groupe de ravitaillement et les services administratifs. Puis la division a participé à l'opération Weserübung, en prenant part à la campagne de Norvège en 1940. La division a marché à travers le pays, sur la côte baltique, pour sauver la 3e division de montagne bloquée à Narvik par les forces britanniques. Elle s'installe ensuite en Laponie et est mise sous la direction du général-major Ernst Schlemmer. L'objectif est de préparer la division pour participer ensuite à l'opération Silberfuchs, visant à attaquer l'Union soviétique par l'Arctique. Cette opération venait en parallèle de l'opération Barbarossa, déclenchée sur le front européen. La division atteint Mourmansk mais ne réussit pas à faire face à la forte défense soviétique. Elle reste dans le secteur jusqu'à la fin 1944, restant majoritairement en stationnaire. Le Generalleutnant Hans Degen prend le relais du commandement de la division le 23 octobre 1943, après la nomination de son prédécesseur, le Generalleutnant Georg Ritter von Engel, à la tête de la 19e Gebirgsarmeekorps. Ce corps d'armée comprend la 2e et 6e division de chasseurs alpins, ainsi que la 210e division d'infanterie. Mais lorsque les Finlandais ont négocié un armistice avec Moscou, la division doit se retirer en Norvège, toujours en combattant l'URSS. Épuisée et ayant subi de lourdes pertes au fil des mois, la division retourne sur le front continental au Danemark, où elle est renforcée, puis combat les troupes américaines dans la Sarre et en Moselle en janvier et février 1945. C'est pendant cette période, le 9 février, que le commandant de la division, le Generalleutnant Hans Degel, est blessé et remplacé par le Generalleutnant Utz. S'ensuit une série de batailles défensives qui ne font que retarder les Alliés dans leur progression en Allemagne, provoquant de nouvelles pertes pour peu d'effets. Autrefois considéré comme une unité d'élite, son manque d'effectifs ainsi que sa faible efficacité au combat lui donnent une assez mauvaise réputation pour le haut quartier général. La division termine la guerre dans le Württemberg, près de Stuttgart, non loin de Strasbourg, et c'est Utz qui remet sa capitulation aux Alliés occidentaux en avril 1945. De manière générale, les divisions de montagne étaient des divisions d'infanterie spécialement entraînées et équipées pour la guerre en haute altitude. En raison de la nature du terrain et des climats généralement plus froids dans lesquels les chasseurs alpins servaient, l'équipement et des armements spécifiques ont été développés pour leur usage. Le pantalon spécifiquement réalisé pour les chasseurs alpins, aussi appelé Berghauser M36,
fut mise en place en 1936 pour répondre aux besoins des Gebirgsjäger, afin d'avoir un pantalon renforcé pour une utilisation différente de celle de l'infanterie. En 1937, un pantalon couleur gris-pierre est venu compléter l'offre. Ainsi, les deux pantalons pouvaient être portés au choix. Il y a une poche sur chaque hanche, pouvant se fermer par un bouton. Une poche se trouve sur la fesse droite, qui peut également se fermer par un rabat boutonné. Des boutons sont disposés sur les hanches et à l'arrière pour y fixer des bretelles, ici d'après-guerre. Et des petites pattes latérales permettent un serrage à la taille. Sur le côté droit se trouve la traditionnelle poche pour une montre à gousset, qui est ici surmontée d'un anneau, pour y fixer la chaînette. Le bas des manches a une ficelle blanche pour bien fixer le pantalon dans les chaussures. Les chasseurs alpins ne peuvent utiliser des brodequins cloutés classiques, pouvant opérer dans des milieux très escarpés et rocheux. Ainsi, il fut mis en place des brodequins spécifiques pour leur activité, avec des fers supplémentaires et des clous pointus. Pour compléter l'ensemble, les chasseurs alpins pouvaient utiliser leurs chaussettes grises pour les blouser par-dessus, afin de protéger le dessus de la chaussure, ou ils pouvaient utiliser des bandes moltières réglementaires qui permettent d'imperméabiliser au maximum la chaussure. Elles sont réalisées en laine grise et un lacet noir se trouve à l'extrémité pour les attacher. De l'autre côté de la bande, un crochet métallique permet de les fixer au cuir de la Bergschuhe. Il s'agit ici de brodequins probablement civils, mais elles ne sont pas datées. Par-dessus leur maillot de corps, les chasseurs avaient plusieurs choix possibles concernant la chemise. Certains disposaient de la chemise grise en jersey réglementaire, mais d'autres aussi, en fonction de leur rang, pouvaient choisir de porter une chemise civile, comme c'est le cas ici, avec une chemise années 50, mais tout à fait utilisable en reconstitution historique. La chemise pouvait se boutonner sur toute sa hauteur, ou seulement sur la partie supérieure du torse. La plaque d'identité du soldat, ou Erkennungsmarke, vient se porter autour du cou. Elle dispose de toutes les informations du soldat lors de son incorporation, régiment d'engagement, compagnie et groupe sanguin. Elle est portée autour du cou grâce à un lacet en cuir ou en coton. La Feldbluse M36 vient équiper toute la Heer dès 1936, quelle que soit son arme, sauf pour les troupes blindées. Elle est réalisée en laine et dispose d'une doublure en coton. Désolé, je n'avais pas vu qu'elle était mal mise à l'arrière. 4 poches sont placées sur l'avant, permettant de transporter des documents, portefeuilles, solbourgs ou du petit matériel. Des crochets sont disposés aux hanches pour aider au port du breulage. La version M36 se distingue des versions suivantes par son col vert bouteille et les 4 poches ont des rabats à accolade, ainsi que des soufflets sur le dessus. Elle se ferme par 5 boutons et un crochet vient fermer le col. Un aigle de poitrine est placé sur le côté droit de la veste, juste au-dessus de la poche, en version brodée. Sur le deuxième bouton est placé le ruban de rappel de la croix de fer seconde classe. Sur la poche gauche, on retrouve 2 décorations, l'insigne HBF pour Heeresbergführer ou guide de haute montagne, ainsi que l'insigne d'assaut infanterie. Sur les épaules sont placées les pattes d'épaule, ici correspondant au grade de Unteroffizier ou Oberjäger, le liseré vert étant spécifique pour les chasseurs. Les pattes de col portent la même couleur en version troupe. Sur la manche droite se trouve un Edelweiss brodé, un signe porté par tous les Gebirgsjäger depuis le 2 mai 1939, pour se distinguer un peu plus de l'infanterie classique. Sur tout le pourtour du col, une tresse brodée en fil d'argent est cousue, représentant le rang des sous-officiers. Sur la manche gauche se trouve un blason ou bouclier, commémoratif pour toutes les troupes allemandes ayant pris part aux batailles de Narvik entre le 9 avril et le 8 juin 1940. Il existe 3 versions du bouclier, ici il s'agit de la version pour la Heer, donc sur fond Feldgrau. Il y eut 8577 Allemands qui ont pu recevoir cette décoration. Le casque M40 ou Stahlhelm était une variante de la version M35. Les collectionneurs l'appellent modèle 40 pour plus de praticité, mais ils parlaient à l'époque de version, restant sur l'appellation M35 tout au long de la guerre. Il se différencie de son prédécesseur par les œillets, qui étaient emboutis alors qu'il s'agissait de pièces détachées sur la version d'avant. Il n'y a plus qu'une seule décalcomanie sur le côté gauche avec le blason du Reich, le blason tricolore ou Wappenschild ayant été supprimé en 1840. Il comporte un serre-tête en cuir à l'intérieur, monté sur des lames en aluminium. Attention à votre taille, chaque coque étant différente. Les chasseurs alpins souhaitaient pouvoir pratiquer l'escalade avec autre chose qu'un casque lourd, qui réduit les possibilités de mouvement de tête et rendait parfois risqué l'exercice. Ainsi, c'est juste avant le début de la Seconde Guerre que les chasseurs ont pu percevoir une casquette adaptée à leurs besoins. Elle dispose d'une visière courte et un rabat est boutonné à l'avant, dissimulant à moitié la cocarde tricolore allemande. L'aigle et la cocarde sont tissés sur le même support, qui a une forme de T. Sur le côté gauche, on retrouve un Edelweiss métallique, représentant les chasseurs de montagne. Placés sur la casquette, des lunettes spécifiques des chasseurs alpins, avec des verres fumés pour se protéger les yeux d'un soleil parfois puissant. Il s'agit d'une fidèle reproduction, les modèles suisses après-guerre, faciles à trouver, étant trop différents. Introduite en 1938, la veste coupe-vent ou Windjacke était conçue pour être portée par-dessus la Feldbluse, d'où la largeur un peu plus importante de la veste. Celle-ci est théoriquement de couleur vert olive,
mais l'exemplaire présenté ici est un peu plus clair, malgré une tentative de teinture avec du verre. Elle est waterproof et se ferme au moyen de 5 boutons, disposés sur l'avant avec une deuxième rangée en miroir. Un crochet et un anneau sur le col permettent un verrouillage en cas de grand froid. La veste était portée par certains chasseurs alpins, mais pas systématiquement, en fonction des divisions et des perceptions. Elle a 4 poches sur l'avant, dont 2 inclinées, pour permettre de se protéger les mains du froid. Toutes se ferment avec un rabat et un bouton. Des passants permettaient l'ajout de pattes d'épaule, permettant d'identifier le grade. L'aigle de poitrine était cependant interdit. L'Edelweiss était censé être porté sur la manche droite, mais les photos d'époque révèlent que cette instruction n'était pas respectée. Les chasseurs pouvant opérer dans la neige et le froid, il était tout naturel pour eux de disposer d'équipements en laine pour se protéger. Ainsi, une écharpe grise et des gants en laine sont ici présentés. Il s'agit de modèles d'après-guerre, mais ils sont assez proches du modèle d'époque et en excellent état. Le tour de cou en laine, également perçu par les chasseurs, ne fut que rarement utilisé. Les hommes préféraient garder leur mobilité sur la tête et le cou. L'équipement transporté par les Gebirgsjäger dépendait, comme pour l'infanterie, du rang, du grade, de l'arme et de la fonction du soldat. Cependant, l'emport du sac à dos interdisait l'utilisation du breulage lourd, d'où son absence ici. A noter que les chasseurs n'emportaient pas de pelle avec eux, cet équipement pouvant devenir dangereux en cas de chute. De plus, ils faisaient double emploi avec le piolet que vous allez découvrir plus tard. Le ceinturon en cuir noir se ferme au moyen d'une boucle en fer peint en vert. Dessus, un porte-carte M35 en cuir noir permet de transporter toutes les cartes nécessaires à notre sous-officier, ainsi que des crayons, règles, compas, etc. Sur le côté gauche est disposée la baïonnette pour le fusil Mauser 98K ou le Gewehr 3340. Ici, un modèle original avec des plaquettes en bois. À l'arrière droit du soldat, un sac à pain M31 permet de contenir le nécessaire pour se nourrir, ainsi que des couverts, condiments, etc. Une gamelle M31 est portée sur le côté gauche du sac à pain. Cette gamelle peut être aussi portée dans le sac à dos, mais la porter sur le sac à pain permet d'éviter de défaire tout le sac à dos pour manger. Et enfin, les cartouchières de Mauser 98K sont disposées sur l'avant, pour transporter 12 clips de 5 cartouches de 7,92 par 57 Mauser, soit 60 cartouches. Les cartouches étaient montées sur une lame chargeur, permettant le rechargement rapide du fusil. Il s'agit ici d'une reproduction d'un clip fabriqué par Scheu, avec des cartouches complètement inertes. Réglementaire dans toute l'armée allemande, le masque anti-gaz M38 était transporté dans un étui du même nom. L'étui contenait le masque, une cartouche et des verres de rechange, contenus dans un petit étui disposé dans le couvercle. Une housse anti-gaz pouvait être transportée par-dessus le boîtier, mais cette housse n'était pas systématiquement emportée. Une sangle est passée en bandoulière par-dessus l'épaule droite et l'autre côté du boîtier dispose d'un crochet qui se glisse sous le ceinturon pour bien maintenir l'étui. Les chasseurs devant parfois être coupés de leur ligne de manière prolongée, il fut décidé de leur accorder un modèle différent de gourde, à savoir des modèles de 1 litre ou de 1,5 litre, alors que la Fellflash classique ne faisait que 75 centilitres. Ce modèle a également été employé par les infirmiers allemands, le harnais en bandoulière permettant une utilisation rapide de la gourde. Un quart plus petit en aluminium ou en bakélite est placé au sommet de la gourde, et un crochet en métal, à l'arrière, a été mis en place pour accrocher la gourde au ceinturon. De ce fait, il n'était pas possible d'accrocher la gourde au sac à pain, contrairement au modèle classique. Étant sous-officier donc en charge de l'organisation d'une section ou d'un groupe, il faut pouvoir se repérer et repérer les autres. Ainsi, pour compléter le porte-carte, les jumelles ou Dienstglas étaient proposées aux officiers et sous-officiers. Elles ont des lentilles avec un grossissement x6 avec un diamètre de 30 mm. Une petite patte en cuir était disposée à l'avant des jumelles pour permettre de les accrocher à un bouton de la vareuse ou du blouson et ainsi éviter qu'elles ne se baladent dans tous les sens. Un capot en cuir ou en bakélite vient se placer sur la sangle en cuir pour protéger les lentilles. Les jumelles étaient distribuées dans un étui en bakélite, peu pratique à transporter sur le ceinturon. Le tournisseur étant beaucoup trop petit pour le matériel des chasseurs alpins, un sac spécifique fut développé. Il contenait les sous-vêtements, des protections contre le froid, des vêtements de travail, des vêtements de sport, des chaussures de rechange, le matériel d'hygiène, des rations, le nécessaire de nettoyage de l'arme, une couverture et une toile de tente avec ses piquets. On peut éventuellement avoir un sac de couchage, mais il n'était que rarement employé. La toile de tente ou Zelban était placée dans la poche supérieure et permettait ainsi de protéger le contenu du sac de la pluie, la Zelban étant imperméable. Il s'agit ici d'un modèle original, mais il existe de plus en plus de reproductions qu'il est recommandé d'utiliser.
Notre sous-officier étant en montagne, il peut naturellement s'équiper de matériel d'alpinisme. Ainsi, il transporte une corde en sautoir, sur laquelle on peut retrouver des piquets et des mousquetons non présents ici. La longueur des cordes varie naturellement en fonction des utilisations. Il s'agit ici d'une corde moderne, mais qui n'est pas du tout adaptée pour la pratique de l'escalade. Prenez du matériel homologué, même si le réalisme est un peu moins présent. Les mousquetons aussi doivent être modernes. N'utilisez pas ceux d'époque qui peuvent être fragilisés par le temps. Dans l'équipement perçu et utilisé par les alpinistes se retrouvait le piolet. Il dispose d'une pointe à son extrémité et de 2 lames sur l'autre côté, chacune ayant son utilisation spécifique. Elle est dotée d'une dragonne pour permettre de le lâcher à certains moments de l'ascension et avoir la main libre. La dragonne est attachée au moyen d'un anneau métallique et une pointe est enfoncée dans le manche en bas du piolet pour sécuriser l'anneau sur le bois. Le piolet est ici un objet suisse d'après-guerre sur lequel j'ai rajouté la pointe avec une cheville Ikea et j'ai utilisé une grenadière de Moser 98K pour remplacer l'anneau manquant. La dragonne est une fabrication maison à partir d'une vieille ceinture en toile. La position la plus sécurisée pour transporter le piolet est de le coincer entre le dos et le sac. Le fusil Gewehr 3340 est une variante du fusil tchèque VZ33, lui-même inspiré du Gewehr 98K. C'est suite à l'annexion de la Tchécoslovaquie que l'entreprise Brno dut fabriquer des fusils pour les Allemands. Ainsi, environ 120 000 G3340 ont été fabriqués jusqu'en 1942, où la production repassa sur des Moser 98K classiques. D'un poids de 3,58 kg, le G3340 était plus court que le 98K, mais utilisait la même cartouche et les mêmes accessoires. Le levier d'armement n'avait pas une boule complète, héritage du fusil tchèque, et le garde-main supérieur enveloppait également la hausse. Il disposait d'un renfort sur le côté gauche de la crosse pour éviter d'endommager la crosse avec les crampons des brodequins. C'est ici une réplique d'Airsoft de chez Tanaka, le lien de la review est dans la description. Le casque lourd ainsi que l'étui de masque anti-gaz n'étaient pas emportés lors de l'ascension des montagnes, nécessitant d'avoir des objets plutôt mous pour éviter toute blessure grave en cas de chute. La corde présentée ici provient d'un magasin de bricolage et ne doit surtout pas être utilisée pour faire de l'alpinisme réel. Du matériel moderne se doit d'être employé pour votre sécurité. L'Edelweiss cousu sur le côté gauche de la casquette est une reproduction fidèle au modèle Seconde Guerre. Attention, le modèle après-guerre est légèrement différent, rendant son utilisation impossible en reconstitution. Le chasseur alpin pouvait également avoir des raquettes, des crampons, voire des skis, mais l'utilisation de ces accessoires dépendait du théâtre d'opération et des conditions météorologiques. C'est ici une tenue spécifique pour la campagne du Caucase. La campagne de Norvège a eu des équipements différents, qui est également différente de la tenue fin de guerre. Si vous n'avez pas de G3340, le Moser 98K est évidemment accepté. Né en février 1912 en Bavière, c'est dans la montagne que notre futur soldat a ses premières expériences. Adolescent, il gravit plusieurs mois en France pendant l'entre-deux-guerres. Il fait une ascension seul à partir de ses 17 ans en 1929. 5 ans plus tard, il devient guide de haute montagne, mais il est rapidement appelé à servir sous les drapeaux en 1938 pour être intégré au sein du 136e régiment de Gebirgsjäger. Notre Jäger émet très rapidement le souhait de diriger des hommes. Ainsi, il fait ses preuves et obtient le grade d'Oberschütze. Le régiment est rattaché en 1939 à la 2e division de Gebirgsjäger, et c'est l'occasion pour notre soldat de participer à la campagne de Pologne. Sa motivation à obéir aux ordres et ses prises d'initiative lui vaut la croix de fer seconde classe. Il prend également du galon en devenant Fahnenjunker Unteroffizier ou caporal, aspirant sous-officier. Il est ensuite préparé en Allemagne à partir de mars 1940 pour participer à la campagne de Norvège. Il arrive sur place en mai 1940 avec son régiment, intégré au sein du Gebirgskorps Norwegen. Il faut plusieurs semaines au régiment pour aller de Namsos, au nord de Trondheim, à Narvik qu'ils atteignent à l'été 1940. C'est durant cette campagne que notre aspirant devient Oberjäger, après avoir participé à plusieurs assauts armés contre les Alliés. Il combat d'ailleurs aux côtés de Fallschirmjäger et aurait aimé faire partie de ce corps d'armée. Mais sauter en parachute dans les montagnes, ce n'est pas une très bonne idée. Il abandonne donc rapidement son projet. Sa promotion dans un nouveau rang, celui des sous-officiers, pouvait lui permettre d'utiliser un pistolet mitrailleur. Mais il choisit de garder son Mauser 98K, préférant pouvoir tirer loin par rapport au tir en rafale, pas forcément utile en montagne. Le régiment part ensuite au nord de la Norvège, dans la région de Kirkenes, non loin de la frontière soviétique. La Norvège touchant la Russie au nord de la Finlande. C'est dans cette période qu'il reçoit son insigne Narvik 1940, qu'il peut arborer sur la manche gauche. Tout comme 205 autres insignes distribués dans sa division. Notre Oberjäger participe en juin 1941 à l'opération Silberfuchs pour atteindre le secteur de Mourmansk. Une sévère blessure nécessite une hospitalisation prolongée en Allemagne, et son retour ne se fait pas avant décembre 1941. Il est alors muté dans le 100e régiment de la 1re division de Gebirgsjäger,
et les rejoint à Salzbourg après leur campagne de Crète et leur période d'occupation. C'est à cette occasion qu'il a pu percevoir une nouvelle carabine sortie l'année d'avant et réservée au chasseur alpin, le Gewehr 3340. Puis il est appelé dans le 98e régiment, toujours dans la première division de Gebirgsjäger, et rejoint le front sud pour attaquer dans le Caucase. Le régiment se retrouve dans une bataille contre 3 armées russes dans la vallée de Bereka, et les soviétiques ont été piégés et détruits le 29 mai 1942. Notre sous-officier monte en grade et passe Unterfeldwebel en juin 1942. Il est de nouveau fait blessé avec 2 blessures légères. Cela lui vaudra, plus tard, un insigne de blessé noir. Le régiment traverse le Donetsk, près de Kramensk, puis arrive dans le Caucase. Le Don est franchi le 5 août 1942, puis les hauts cols du Caucase sont capturés entre le 12 et le 21 août. Mais l'avancée allemande est stoppée fin août 1942, et la pression russe s'accroît quelques jours après. Les combats étant de plus en plus rapprochés, voire au corps à corps, notre sergent-chef laisse tomber son Gewehr pour se rabattre sur une PPSH 41 de prise. À la mi-septembre, le régiment est retiré du front et transféré dans le Caucase pontique, région se trouvant au nord-est de la Turquie. Une attaque vers la mer Noire est initiée le 24 septembre 1942 et il fallut 3 jours pour que la montagne Gunay soit capturée, les soviétiques ayant résisté avec bravoure. La mer Noire est en vue le 28 octobre 1942, mais l'offensive se stoppe à cette période, les soviétiques leur ayant infligé de lourdes pertes. La montagne Seman-Chau a changé plusieurs fois de main et ce n'est que le 13 décembre 1942 que l'état-major de la Wehrmacht leur permet de se retirer après avoir subi des pertes disproportionnées. C'est lors du repli que notre Unterfeldwebel se fait surprendre de nuit et fait capturer par les soviétiques, puis torturé pour obtenir des informations sur le repli des forces allemandes. Après avoir lâché quelques bribes d'informations qui se sont avérées être fausses, les soviétiques lui tranchent la gorge et l'abandonnent dans un fossé. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Parabellum Shop et Nestov pour leur soutien. Vous pourrez retrouver les nombreux éléments présentés dans cette vidéo sur leur boutique. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee ou à devenir souscripteur de la chaîne de manière à pouvoir m'aider à poursuivre cette jolie aventure. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Hey, mise au point!